press 7, 80 knots. Check. La France de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de Bretagne, bonsoir, de Tango, par la temps, Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue. Merci aux derniers follow qui viennent d'arriver. J'ai pas pu voir le nom là à l'instant. Du dernier following. Si, Ced Coffee, Aegis 971 aussi. Bienvenue à tous. Voilà, ça n'arrête pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez toutes et tous passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble donc pour une petite heure dans la zone aéro du jour. Je vous rappelle qu'on est passé il n'y a pas très longtemps, nous sommes passés affiliés. Alors vous voyez, je suis tout seul, il n'y a pas Nico ce soir. Il avait des choses à terminer, le pauvre, un déménagement, enfin bref. Donc Nico on le retrouvera prochainement. Mais ce soir, programme particulier, puisque nous aurons un invité, nous allons retrouver tout à l'heure, notre ami Michael, qui viendra nous parler aérodynamique. C'est dans deuxième partie d'émission. Avant toute chose, si tout va bien, si vous m'entendez bien, je regarde un petit peu sur le chat et je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Salut Kémy, je vois Alex qui est là, Fred, la Saône-et-Loire en force, Crazy Beats, donc Michael qui est là, Pierre, bonsoir à toutes et tous, Bater TG, Ced Coffee, Maria, Meut, Tui, Jurden, tout le monde est là. Bienvenue, écoutez, si tout va bien pour vous, et on va attaquer sans plus attendre. On est ensemble pour une petite heure dans la zone du soir. Et puis, je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission et puis de découvrir ensemble le sommaire et le contenu de ce soir. C'est parti. Le sommaire de la zone de ce soir. Ah, le petit écran qui clignote. Bizarre. Je vous l'affiche ici. Hop. L'actualité du terminal avec une rubrique actu un peu chargée ce soir. En ce moment, il y a pas mal d'actu. Bonne et moins bonne, évidemment. Qui va durer à peu près un petit quart d'heure. Un petit point sur l'actualité. Et puis, en deuxième partie, une grande question. La question fondamentale même. Pourquoi et comment vole un avion ? Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir avec nous Michael Bourgeois de Coach Pilot, qui est aussi un ami de longue date et un membre de la team La Zone Aéro. Il est TKI, on le retrouvera tout à l'heure, il va nous parler des phénomènes qui régissent en fait le vol d'un avion. Comment un avion, par exemple un A380 qui fait plusieurs centaines de tonnes, arrive à décoller, à se maintenir en l'air, à descendre. Donc voilà, c'est un des sujets qu'on va aborder ensemble tout à l'heure. Il y aura une foire aux questions aussi, donc si vous avez des questions concernant l'émission, concernant plein de choses, n'hésitez pas à les poser, on les note sur le chat et puis on revient dessus, ou on en parle à la fin tous ensemble dans les 5-10 dernières minutes de l'émission. Voilà pour le programme de ce soir. Donc je vous rappelle qu'en tant qu'affilié, vous pouvez soutenir la chaîne. Encore une fois, on est tous bénévoles sur cette chaîne. Par contre, si on peut défrayer un peu, là on est en train, alors je vous le dis, on est en train de vous préparer une surprise. D'ici normalement une semaine ou 15 jours, au grand max, il y aura un nouveau décor ici. Voilà. Le nouveau décor de la zone aéro arrive, il est bientôt là, ça ne saurait tarder, je vous en dis pas plus. Donc voilà, pour nous soutenir, vous avez la possibilité, comme ici, voilà, de débloquer un petit abonnement qui coûte 3 € à peu près pour le mois. Et en fait, cet argent-là va nous permettre d'investir dans le matériel de streaming, dans les caméras, dans les lumières, dans plein d'autres choses, et aussi de couvrir des frais si jamais on va faire des reportages. Notamment la saison des meetings va arriver, la saison je crois qu'il y a des brocantes aéro, des trucs comme ça, donc ça peut être intéressant. Donc merci à vous de nous soutenir par tous les moyens possibles et inimaginables, soit en communiquant autour de la chaîne autour de vous, ça c'est un gros plus. Soit éventuellement bonsoir Marie, première fois dans le chat,
soit aussi en prenant un abonnement, un petit abonnement Twitch, ou bien aussi en donnant des bits, des cheers, ou des donations directes. Tout ça, vous avez ça d'ailleurs, je crois que j'ai fait une commande pour les donations avec votre abonnement Amazon Prime. Je vous le mets, normalement c'est par là dans le chat. Pardon. Donc si vous avez un compte Prime sur Amazon, vous pouvez une fois par mois nous donner ce compte Prime. En fait, vous abonner gratuitement avec votre compte Prime. Cliquez sur le lien, vous suivez la procédure et nous ça nous soutient et vous ça vous coûte rien. Donc autant le faire. Voilà, merci d'avance à toutes celles et ceux qui soutiendront par le système d'abonnement qui est en dessous. En plus, vous avez la chance d'avoir vos noms qui passent là. Comme Théo, comme Pierre, là, qui sont abonnés. Voilà pour le petit point. On a parlé du sommaire. Et ben, je vous propose tout de suite d'attaquer la séquence actualité du terminal. Séquence actualité du terminal et on démarre tout de suite sans plus attendre avec la mauvaise nouvelle de la semaine. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a eu un crash qui s'est passé hier matin et accident dramatique. Crash de l'Ora Aero Integral Air hier. Pour ceux qui sont abonnés au magazine Infopilote, c'est justement le modèle qui a été présenté sur la couverture de ce mois d'Infopilote et 2 pilotes émérites ont trouvé la mort aux commandes, Baptiste Vigne et Simon de la Bretèche, qui étaient donc 2 pilotes émérites. Tous les deux travaillaient pour la société Ora Aero, notamment sur ce prototype de l'Integral Air, et on en reparlera rapidement. C'était 2 pilotes experts. C'est vraiment le haut de gamme de la voltige en France. En fait, ce crash, évidemment, il va déclencher une enquête, ça vous vous en doutez. Il va falloir faire la lumière sur cette affaire. D'après ce qui a été vu, en tout cas ce que des gens ont témoigné, ils ont vu l'avion piquer à forte vitesse vers le sol. On a envie de penser une rupture. Alors on va attendre les résultats de l'enquête et de voir un peu ce qui se passe, sachant que cet avion est un prototype qui a été d'ailleurs certifié il n'y a pas très longtemps. C'était en très bonne voie et il y a déjà des commandes qui étaient passées sur cet avion-là. Je pense que ça va impacter négativement Ora Aero dans un premier temps, au moins le temps de l'enquête, savoir un peu ce qui s'est passé. Et puis on va voir ce que tout cela donne. Mais bon, en tout cas, on va dire des conditions de vol bizarres avant l'impact. On va voir ce que ça donne. Alors cet avion, vous le voyez ici sur la photo, c'est un avion biplace qui est censé remplacer un petit peu le Cap 10, une version plus moderne du Cap 10, puisque d'ailleurs les facteurs de charge que peuvent d'ailleurs encaisser les avions de cette catégorie-là vont de plus 8.5 à moins 8.5 en solo et de plus 7.5 à moins 7.5G en double commande. Donc c'est beaucoup plus déjà que le Cap 10. Il est motorisé par un moteur Lycoming de 210 chevaux et il est quand même bien équipé puisque vous avez un trim électrique et vous avez un parachute de cellules qui est intégré. Donc en cas de pépin, et normalement on doit pouvoir sortir le parachute, sauf quand l'avion est dans une position particulière en piquant vers le sol. Et on peut penser en fait que c'est ce qui s'est passé et du coup ils n'ont pas pu tirer le parachute. Mais bon, encore une fois l'enquête va nous dire la suite des choses. Donc ce crash, il a emporté ces 2 pilotes que vous voyez à l'écran sur la gauche. Vous avez Simon de la Bretèche, 37 ans, qui était responsable prototype avion chez Ora Aero et qui connaissait très bien justement cet avion. Monsieur était quand même vice-champion de France, vice-champion du monde, de voltige aérienne. Tout comme Baptiste Vigne, qui était un visage connu de l'aviation et de la voltige évidemment. Il a participé quand même au Red Bull Air Race. Il est rentré par la classe Challenger, il a fini chez les Masters. Champion du monde voltige en 2010 en Pologne. Et c'était aussi le pilote emblématique de la marque. Donc c'est un gros coup dur pour la voltige française avec la perte de ces 2 pilotes. Baptiste et Simon, à qui on dédie, je pense que tout le monde sera d'accord. Vous pouvez envoyer des petits cœurs en avion sur le chat, vous avez un petit émote dans le bas, envoyez des petits cœurs pour les pilotes, pour leur entourage et pour soutenir la voltige en France. Allez-y, les petits émotes, ils sont faits pour ça sur le chat. Voilà pour cette première actualité.
Deuxième actualité, on va parler, alors on reste un peu dans les accidents, mais cette fois-ci dans l'analyse, avec un rapport qui est sorti du BEA qui pointe un petit peu les ULM et qui dit, bah voilà, manque d'expérience pointé dans 30% des accidents mortels en ULM, donc un tiers. Depuis 2015, on recense 33 accidents mortels. On est en diminution, en dessous des 20 par an, puisque 2015 était l'année noire, on va dire, des crashs d'ULM. Et les causes majeures, qui sont pointées justement dans les enquêtes par le BEA, sont principalement une mauvaise gestion de l'appareil ou de la trajectoire après une panne, et aussi mauvaise appréciation des conditions de vol ou de la météo. Il est vrai que, et on l'a déjà dit la semaine dernière, la période Covid de 2020 n'a pas aidé la sécurité des vols, puisqu'on a eu une grande période sans pouvoir voler, que ce soit en avion ou en ULM. Et donc, quand on passe autant de temps sans voler, il faut remettre en place les réflexes, ce que ne font pas tous les pilotes. Donc il faut en avoir conscience. Il faut penser à reprendre et se réentraîner, évidemment, avant d'entreprendre des choses qui sont en limite de nos capacités. Donc il faut revenir en fait aux réflexes de base, penser à refaire par exemple ces calculs de perfo. C'est pas parce qu'on a fait 10 fois dans une certaine condition un vol que les conditions sont toujours les mêmes, donc il faut refaire en fait ces calculs de masse et centrage, des calculs de performance, savoir réagir, se réentraîner, bref. C'est ça le principe. Et puis on peut aussi penser à la visite médicale, puisqu'il y a un certain flou qui existe, enfin pas un flou, mais une tolérance, on va dire, qu'ont les pilotes du LM par rapport aux pilotes d'avions, on va dire, plus lourds. C'est l'aptitude médicale. Vous le savez, pour les avions lourds, il faut une classe médicale 2 pour pouvoir voler. Ce n'est pas le cas chez les ULM. Une simple visite médicale suffit. Mais ceci dit, le BEA le dit d'ailleurs. D'ailleurs, hop, je vais enchaîner. Donc là, vous voyez, c'est les statistiques que je vous ai remontées. 2021, 36 accidents mortels, 13 pour les avions certifiés, 19 pour les ULM. Donc il y en a un peu plus. L'expérience insuffisante du pilote au regard du contexte du vol est fréquemment identifiée comme un facteur contributif aux accidents, quelle que soit la catégorie d'aéronef ULM. Donc quel que soit, que ce soit en fait un ULM 3 axes, donc comme les avions, ou un pendulaire, ou d'autres. Voilà ce qu'indique en tout cas le BEA. Et en France, les pilotes ULM doivent évaluer eux-mêmes quelque part leur aptitude médicale. Le BEA rappelle qu'en pratique, tous les pilotes, y compris d'ULM, peuvent demander conseil, et c'est même fortement suggéré, à un médecin aéronautique de préférence en cas de doute. Que ce soit pour l'audition, la vision, un check-up régulier est nécessaire, surtout si vous emmenez des passagers. Parce qu'il y a vous, mais il y a aussi des gens que vous embarquez à côté. Vous en avez la responsabilité. Donc voilà, l'entraînement et encore l'entraînement, bien évidemment, comme en avion, en ULM, c'est la même chose, sauf que c'est plus léger. Et voilà. Et sachez aussi que le passif, enfin on va dire le contexte réglementaire est aussi important. On a tendance à penser que l'ULM c'est la liberté absolue. Voyez, sauf que c'est pas la liberté absolue. Il y a un espace aérien, il se partage entre les avions, les ULM, les planeurs, bref, tout ce qui vole. Et il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bien que l'ULM, on puisse avoir tendance à penser qu'on a plus de liberté, on va plus lentement, on peut se poser ou décoller à peu près où on veut, et c'est pas exactement le cas, et les ULM doivent respecter aussi la réglementation aérienne comme les autres appareils. Et j'en repense, salut Kémy, je repense aussi à un CRESAG. Donc un CRESAG c'est un compte rendu relatif donc à la sécurité qui est paru cette semaine, qui parle justement d'un incident avec avion ULM, un avion en tour de piste, normal, sur un aérodrome. L'avion donc s'est intégré normalement, et en fait il voit un ULM qui passe au-dessus de lui. Alors là attention, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les ULM. C'est un cas particulier, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui respectent la réglementation, mais en l'occurrence là ça ne l'était pas. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que cet ULM s'est intégré, mais il s'est intégré à contresens, il était à contre-QFU, et quand l'avion s'est posé donc, et a fait son toucher en finale, comme il s'était annoncé à la radio, et en fait il a vu l'ULM qui était en train de se poser de l'autre côté,
sans radio. L'ULM n'a pas fait de contact radio sur le terrain en question, sachant qu'en plus le terrain est interdit aux aéronefs sans radio. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Donc l'avion a refait une remise de gaz et a refait un tour de piste, et au moment de se reposer, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien l'ULM, une deuxième fois, qui se reposait en face. Voilà, donc il y a eu un CRESAC qui a été déposé, et évidemment un AirProx, donc, et je pense qu'il y a une enquête qui va être mandatée pour déterminer un peu ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Dans le cadre du réentraînement, pour les pilotes du LM, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des remises en vol. Opération REV, remise en vol. C'est quoi? En fait, c'est la FF Plume, la Fédération Française du LM, qui propose de subventionner en fait une partie du réentraînement des pilotes pour la sécurité. Et vous voyez, il y a 1353 remises en vol qui ont été effectuées en 2021. C'est bien, ça va dans le sens de la sécurité, donc bravo. N'oubliez pas l'entraînement. On change de sujet, on reste sur nos terrains, mais cette fois-ci on veut parler biodiversité, puisque en 2021, 4 nouveaux aéroports et 10 aérodromes d'aviation générale ont rejoint l'association Aéro Biodiversité. Alors cette association, son objectif c'est simple, c'est de montrer que la biodiversité est présente et colonise en fait les terrains sur lesquels on vole. Au total, donc, c'est 37 aéroports et aérodromes qui sont engagés dans la protection et la valorisation de la richesse naturelle que sont toutes les prairies aéroportuaires. C'est un cadre idéal justement pour certaines espèces parce que malgré le fait qu'il y ait des avions à proximité, il y a quand même de la vie dans tout ce qui se passe autour. Il y a des opérations de fauche tardive qui vont faire en sorte que des espèces vont pouvoir s'installer. Donc vous voyez, aviation bashing, là en l'occurrence, on est plutôt dans le sens de la nature. Hein. Donc voilà, la cohabitation faune-flore-avion, il y a de l'inventaire d'espèces particulières pour voir comment elles évoluent. Et d'ailleurs, je vous ai mis deux petites photos. Les premières sont une espèce protégée d'oiseaux, les outardes canepetières. On en a à Nîmes d'ailleurs. Il y avait une trentaine de couples d'outardes il y a 2 ans, je crois. Donc c'est une espèce protégée, encore une fois. Et elle colonise bien le terrain. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a eu, malheureusement, ça arrive, hein, quelques collisions volatiles avec des outardes, mais pas que d'ailleurs, il n'y a pas que des outardes. Il y a eu des étourneaux aussi. Alors, il y a des opérations d'effarouchement pour essayer de décaler des pistes qui marchent. Et l'autre, ben, elle est classique, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est Foxtrot, le renard, qui est sur Orly, qui vient faire des petits coucous comme ça de temps en temps. Voilà. Donc, et a priori, sur le terrain d'Orly, il y a à peu près une 50aine de renards dans la périphérie. Donc voilà. Alors, je vous rassure, les terrains, normalement, ils sont clôturés pour éviter qu'il y ait du gros gibier qui rentre. Il peut y avoir, alors, il a été repéré des fois des sangliers ou ce genre de choses. Bon, généralement, c'est quand même assez rare puisque tout est encadré. Et puis, si jamais on détecte une brèche dans le périmètre de l'aéroport, généralement, c'est réparé rapidement. Un nouveau follower, c'est un numéro 24 70 24. Coucou, bienvenue à toi, bienvenue dans la zone. Le renard était à De Gaulle, je crois. Eh ben, il est possible qu'il y en ait un autre à De Gaulle, mais moi je l'ai vu sur Orly. À moins que ce soit le même qui parte en voyage. C'est une bonne possibilité. Voilà en ce qui concerne donc la biodiversité. On continue avec une petite étude à diffuser pour que les détracteurs de l'aviation prennent conscience de tout ce qui est fait pour la biodiversité. Oui, tout à fait. Je confirme, les renards et lapins sur terrain de CDG. Ok, merci Kémy. D'ailleurs, le renard vient manger le lapin. C'est peut-être ça en fait la finalité de la chose. Donc, une petite étude qui a été faite par Eurocontrol pour tester de nouvelles routes par les compagnies aériennes. Alors c'est quoi cette chose-là? Il y a une étude qui a été lancée entre le 15 septembre dernier et le 15 novembre dernier, campagne test, pour essayer de soulager en fait la pression sur les centres de contrôle et auprès des opérations compagnies, pour essayer d'améliorer un peu les choses, de fluidifier le trafic et de faire gagner un peu de temps en fait aux compagnies. Ça a été plutôt couronné de succès puisque il y a quand même 177 tonnes
de carburant qui ont été économisés par une optimisation des trajectoires. Plutôt que de faire suivre des trajectoires bien spécifiques, on a autorisé des trajectoires plus courtes ou des directs ou des trajectoires qui étaient non standards, notamment sur toutes les phases de croisière. Les résultats, c'est 9778 minutes de vol gagné. Alors si on ramène ça à peu près une centaine d'euros la minute, ça fait quand même 977 000 euros économisés, dont 3 923 euros de redevance de route économisés par les compagnies. Ce qui est plutôt pas mal. La redevance de route, c'est une compagnie qui va exploiter une route et qui va utiliser donc un service de contrôle le long de son trajet, va payer une redevance de route un peu comme un péage, mais sauf que c'est là-haut. Et cette économie globale représente cette fois-ci en émissions de CO2 556 tonnes de CO2 en moins. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Voilà, et dernière petite news du jour, Cocorico, Airbus qui vient de signer une nouvelle commande, 80 A320 Neo ont été commandés par Singapour. La société d'ailleurs qui a passé commande s'appelle BOC Aviation, qui est en partie contrôlée par l'État de Singapour. C'est un loueur d'avions qui achète les avions et qui va en fait les mettre en location à disposition des compagnies. BOC Aviation totalise aujourd'hui 546 appareils Airbus qui ont été achetés dans ces 26 ans derniers. Donc 26 ans, 546 appareils, ça fait 2 par an à peu près. Et ça constitue la plus grosse commande unique de BOC Aviation dans l'histoire de son existence, donc, et ça garantit du boulot aussi pour Airbus. Je regarde vite fait le chat. Aegis 971, il y a aussi l'inauguration de la première RNP AR en France en Corse, exactement. Je l'ai vu effectivement avec un 320 Neo, je crois, qui a validé en fait cette première RNP. Et puis Kembis, en effet on utilise beaucoup de routes Airways à contresens ou à des niveaux de vol pas standards et beaucoup de directs. Je me demandais pourquoi. Et ben voilà, la réponse elle est là. C'était Eurocontrol, mais alors a priori, je pense pas qu'ils aient continué encore l'expérience. Ça a dû s'arrêter le 15-11, mais ils parlaient peut-être de renouveler en fait l'expérience d'une autre manière. Donc c'est peut-être, si c'est actuel, tu nous le diras Kémy, c'est peut-être qu'ils sont en train de relancer une nouvelle étude. C'est peut-être ça. Voilà donc pour les actus du terminal. Donc il y avait quand même pas mal de choses. Je vous propose tout de suite d'enchaîner sur la séquence suivante, de retrouver notre invité du jour. Et donc aujourd'hui ça s'appelle la théorie avant la pratique et on retrouve Michael pour parler de comment un avion vole. Hop, et voilà, on retrouve Michael Bourgeois qui est avec nous. Michael, tu nous entends ? Et voilà, il est là, je vous entends. Voilà, tout marche bien. Et c'est fabuleux les amis, regardez ce soir. Ça marche direct. C'est quand même pas mal. C'est quand même formidable. Pas mal. Hop, je regarde en vite fait. Seb, bonsoir à tous. Ouais, je vois qu'il y a pas mal. Michael. Alors Michael, je vais te présenter rapidement. Tu as été CTKI, donc chef des instructeurs sol dans plusieurs écoles. TKI, donc enseignant. Et d'ailleurs, tu vas nous dire un petit peu les matières que tu enseignais. Ok. Donc j'enseignais surtout une matière qu'on appelle mécanique du vol en français. Donc c'est tout ce qui va concerner les principes physiques de l'aérodynamique en gros. J'enseigne aussi la météo. J'enseigne aussi la radionavigation, donc tout ce qui est navigation générale et appliqué aux moyens radio qu'on va utiliser en aviation professionnelle surtout. Et j'enseignais aussi une matière qui s'appelle performance, qui est une matière super sympa aussi, qui fait le lien avec la mécanique du vol et qui traite de tout ce qui est performance des avions, donc distance de décollage, etc., distance d'atterrissage, tout ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc vous l'avez compris les amis dans le chat, si vous avez des questions particulières
au fur et à mesure du sujet dont on va parler ce soir, n'hésitez pas à poser les questions. Il n'y a pas de questions idiotes, on est là pour répondre à tout. Que vous soyez averti ou pas averti, n'hésitez pas à participer, on est là pour ça, on est là pour échanger. Vous voyez, Michael, c'est un expert. Si, qui nous fasse signe. De quoi? Si le renard est connecté, Ah, j'aimerais qu'il fasse signe aussi, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent, mais on ne l'a pas beaucoup entendu sur les fréquences. Ouais, c'est ça. Donc, le sujet du jour, c'est pourquoi et comment un avion vole. C'est vrai que dans les milieux des profanes, on va dire, cette question elle peut revenir. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai discuté avec une personne qui pensait, mais vraiment sincèrement, que si jamais un avion est dans l'air, on coupe le moteur, et l'avion tombe. On va voir que c'est pas exactement ce qui se passe. Effectivement. Donc, Michael, première question, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de base, simplement, comment est-ce que fonctionne quelque part une aile, parce qu'on sait qu'une aile, c'est ce qui fait voler l'avion, comment est-ce que ça marche? Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, tiens, je vais partager un écran. Je pense Alors que là, on va faire décoller une moto. donc, c'est un petit problème technique, ce sont les aléas du direct. Voilà. Ah voilà. Voilà. Hop. Voilà. Alors, comment vole un avion? Donc, selon toi, comment vole un avion, Sébastien? Est-ce que tu as des pistes là-dessus? Je suppose que oui, non? Alors je crois qu'il faut avoir de l'essence. Il faut qu'il y ait un mec aussi qui appuie sur un bouton pour le faire décoller. Non? Tout à fait. Donc il faut des... Il faut une hôtesse aussi, je crois. Aussi, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est mieux, effectivement. Et il faut 3-4 morceaux de ferraille, en fait, qui traînent souvent dans le fond des hangars, en fait, qu'on appelle une aile, quoi. Donc on va avoir un profil aérodynamique. Donc voilà, alors je vais dessiner un petit avion, tiens, ça va, pour situer la chose. Ouais, il y a Jordan qui dit, et surtout, il faut de l'air. Il faut de l'air aussi, voilà, c'est le deuxième composant. Donc il faut un profil aérodynamique et il faut de l'air. Donc ça sous-entend qu'effectivement, si on était dans l'espace, en fait, dans le vide spatial, eh bien, en fait, l'avion ne pourrait pas voler parce que, en gros, l'air, c'est vraiment la matière qui crée une force qu'on appelle justement la portance. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Alors là, si on regarde un petit détail de l'avion, donc cette aile, et qu'on la zoome un peu, et qu'on la regarde de profil, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a une forme bien spécifique. En fait, ce profil, il va être plus bombé sur une face que sur l'autre. Donc, sur la face supérieure, voilà, là, cette face-là, en fait, le profil est plus bombé que sur la face inférieure. Et donc, ce qu'on observe, grâce à cette asymétrie, on va dire, c'est que l'air est plus accéléré quand il passe par-dessus l'aile que quand il passe en dessous. Voilà. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails physiques de ce qui se passe, mais en fait, cette accélération différentielle entre la face supérieure et la face inférieure va faire que on a toute une zone au-dessus de notre profil aérodynamique où la pression atmosphérique, elle est plus faible, en fait. Donc, je vais mettre des petits moins partout. Voilà. Et en comparaison de la partie inférieure de l'aile, où là, pour le coup, la pression atmosphérique va être plus forte. OK? Donc, c'est comme s'il y avait une force qui pousse d'un côté et qui aspire de l'autre. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, il y a une force vraiment qui aspire vers le haut, en fait. Donc, on va pouvoir dire que notre avion, finalement, il s'appuie sur l'air, mais en plus, vraiment très concrètement, il va être aspiré vers le haut. D'accord? Donc, il y a une dépression, en fait, sur la face supérieure de l'aile. On peut déjà casser une première idée reçue, c'est que l'avion, déjà, il n'est pas appuyé sur l'air. Alors, il n'est pas vraiment appuyé sur l'air, non, effectivement. Donc, ce différentiel de pression va créer une force vers le haut, okay, qui est verticale, qui est à angle droit par rapport à ce qu'on appelle le vent relatif, donc en gros le vecteur vitesse de l'avion. Et cette force, eh bien, en fait, c'est la fameuse portance. En anglais, c'est ce qu'on appelle lift.
l'importance. Et donc, à quoi sert cette force? En fait, elle sert à équilibrer le poids de l'avion. Donc, tout simplement, là, si on prend notre petit avion, on va avoir une force vers le bas qui l'attire vers le bas, hein, qui est le poids. OK. Et donc, notre avion, il se maintient en l'air parce que cette force de portance, elle va être égale au poids. Tout simplement. Donc, ce n'est pas le seul phénomène hein, qui se passe, parce qu'on montre aussi que notre profil, suivant l'inclinaison qu'il a par rapport au vecteur vitesse, par rapport au flux d'air, il force cet air à être dévié. D'accord? Donc, il le force à changer de direction. Vous voyez, là, il y a un petit changement de direction entre ça, ce vecteur et celui-là. Et ce changement de direction va provoquer en réaction une force qui le pousse aussi vers le haut. Donc, la force de portance, en fait, c'est un peu la somme de ces différents éléments qui agissent autour de ce profil d'aile. Voilà. Ok. Au niveau Donc, de la... selon toi, c'est basé. Qu'est-ce qu'il faut alors en fait pour que cette force de portance soit créée? C'est quoi le paramètre le plus important? Bah, on va poser la question au chat. Alors, voilà, posons la question. Voilà. Allez-y les amis, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les paramètres les plus importants pour justement la création de cette force de portance? Où est-ce que notre ami Mickaël veut en venir à votre avis? La vitesse, très bien, très bien. Quelqu'un qui vient de dire la vitesse, excellent. Donc effectivement, ce qui fait voler l'avion, c'est la vitesse. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, il y a un petit dicton en aviation hein, qu'on dit, qu'on répète souvent, la vitesse c'est la vie en aviation. Ok? Donc tant qu'on maintient de la vitesse, peu importe comment on maintient cette vitesse, notre avion il va continuer à voler sans absolument aucun problème. D'accord? Donc ce vecteur vitesse ici, là, eh bien, c'est lui qui va être responsable de la création de cette force de portance. Donc ça veut dire, j'en arrive au point que tu avais évoqué au début, hein, ça veut dire que même si on n'a plus de moteur, finalement notre avion il va être capable de voler sans aucun problème du moment qu'on maintient cette vitesse. Ok, donc qu'est-ce que vous en pensez sur le chat ou je sais pas, comment on peut faire pour maintenir cette vitesse, par exemple, si on n'a plus aucun moteur qui fonctionne sur notre avion? Comment on peut gérer ça? Bonne question. Et là, on va répondre justement ipso facto à la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'un avion qui coupe les moteurs, eh ben, il tombe? Voilà. Alors, avec Guy, il parle pas de la boisson, je pense. Ni des petits pains au chocolat Peach, aussi, non ouais. On voit les connaisseurs. Non, c'est ça. Peach. Donc pitch, ouais, je comprends bien ce que ça veut dire. Hein. Donc ça veut dire qu'il suffit de faire piquer l'avion, en fait, de le faire descendre, de le mettre en descente. Et s'il a une certaine altitude, pas mal. En fait, Léna qui dit perdre du poids. Perdre du poids aussi. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pas faux. C'est pas faux en soi. Ouais, c'est pas faux. Alors il y a quelqu'un, donc toujours la même personne qui commente, on transforme l'énergie potentielle en vitesse. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. On a de l'altitude, hein, on vole à 10, 11, 12 km d'altitude, etc. Donc cette altitude, c'est de l'énergie potentielle et on va mettre l'avion en descente et donc en descente tranquille à une certaine vitesse et cette énergie potentielle va être utilisé pour maintenir la vitesse, donc pour maintenir l'énergie cinétique qui va nous faire continuer à voler. Donc il y a des cas super célèbres hein, d'avions de ligne qui ont plané pendant plusieurs centaines de kilomètres suite à des pannes moteurs, etc. Enfin, vraiment, ça pose absolument aucun problème. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à utiliser ce principe, hein, puisque les planeurs fonctionnent sur cette base-là. Vous allez pouvoir rester des heures et des heures en l'air sans aucun problème. Ils n'ont pas tout à fait la même forme, par contre. Alors, ils n'ont pas la même forme, effectivement, puisque le profil d'aile, il va être dessiné en fonction de ce qu'on veut faire avec son avion. Si on veut aller vite ou si on veut aller lentement, etc. On va avoir plusieurs profils d'aile qui vont être différents, effectivement. Donc, finalement, la morale de l'histoire, c'est un avion qui n'a pas de moteur est un planeur. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et il va se piloter exactement aussi facilement qu'un planeur, en fait. Hein, c'est vraiment une idée reçue hein, qui fait que
On pense souvent qu'un avion de ligne, un 380 qui pèse 500 tonnes, etc., il va être incapable de voler, il va tomber comme une masse, mais non, absolument pas. Ça plane d'ailleurs mieux en moyenne que de l'aviation légère, hein, typiquement. Pareil, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un petit calcul qui nous permet d'estimer quelle distance on va pouvoir couvrir en fonction de l'altitude qu'on perd. Et on estime qu'un avion de ligne qui vole à 10 km d'altitude, il va pouvoir sans problème couvrir 200 km en distance horizontale. Hein. Donc, oui, il n'y a aucun problème pour ça. Donc ça, c'est intéressant d'avoir, par exemple, des aéroports tous les 200 km. Par exemple. Ça permet de pouvoir d'aller l'un à l'autre. Question sur le chat, les planeurs peuvent utiliser des courants ascendants, ce qui n'est pas le cas non, c'est une question. Est-ce que les planeurs peuvent utiliser des courants ascendants ou est-ce que c'est que pour les parapentes? Alors oui, on les utilise, les courants ascendants en planeur aussi, hein, tout à fait. Hein. On apprend à le reconnaître. Moi j'en ai fait très peu du planeur, je suis pas super expérimenté, mais effectivement, oui, tout à fait, ouais, on peut les utiliser. Hein. D'ailleurs, on voit souvent une méthode pour les trouver, les courants ascendants, c'est d'observer la faune sauvage, justement, les grands oiseaux, les rapaces, qui sont bien meilleurs que nous pour identifier les courants ascendants, ce qu'on appelle les pompes, et on les voit tourner en fait dans le ciel, et là, quand on les voit tourner, on peut clairement identifier qu'il y a un courant ascendant qu'on va pouvoir utiliser aussi. D'ailleurs, c'est pas non plus, ça arrive fréquemment qu'en planeur, on se retrouve dans les mêmes courants ascendants que ce genre de volatile, effectivement, tout à fait. D'accord. Donc, sachant aussi que les planeurs, il y a le facteur vitesse qui rentre en ligne de compte, ils vont moins vite, donc ils peuvent rester justement dans ces courants ascendants, ce qui n'est pas forcément le cas pour les avions qui vont planer avec une vitesse supérieure. En effet, tout à fait, ouais. Ok, très bien. Donc, on a parlé de profil. Voilà, ça c'est une question à part. Alors, ce qu'on va faire, c'est on met la question de côté à Aegis et on revient dessus tout à l'heure pendant la foire aux questions, si ça t'ennuie pas. Comme ça, on continue tranquillement le sujet. Et pour les questions perso à Michael, on reviendra dessus en fin d'émission, si ça vous va. Donc on a parlé de l'aile et tu as parlé également de l'angle que fait l'aile quelque part avec le vent relatif. Ça se pilote comment du coup? Quel est l'intérêt de faire varier justement cet angle-là? Alors déjà cet angle, je peux le nommer hein, parce que c'est l'angle, je pense que c'est la notion qui est la plus importante en aérodynamique, hein, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Okay, donc c'est l'angle qui est formé par le vecteur vitesse de l'avion et une ligne très particulière dans le profil qu'on appelle la corde. Donc angle d'incidence en français, en anglais on l'appelle angle of attack, donc AOA. Et alors comment on le fait varier cet angle? En fait, notre aile, elle est fixe sur le fuselage, sauf quelques très très rares exceptions. De chasseurs notamment, mais dans l'immense majorité des cas, notre aile est fixe sur le fuselage. Donc le seul moyen de faire varier cet angle d'incidence, en fait, c'est d'augmenter l'assiette de l'avion, en fait, de lui mettre le nez en l'air plus ou moins haut. Voilà. Donc cet angle, il est jamais nul, en fait. Dans la plupart des phases de vol, il est toujours légèrement positif. Entre 2 degrés, 3 degrés et 10, 12, 13, 14 degrés pour les plus hautes valeurs. Donc en fait, ça veut dire que le nez de l'avion est toujours oscille très très légèrement au-dessus de l'horizon. Donc pour les gens qui pilotent déjà, hein, peut-être vous avez déjà vu ça aussi dans les avions de ligne, où vous avez un écran principal devant vous, et en fait sur cet écran principal, il y a un petit dessin qui représente l'attitude de l'avion. Donc, c'est quoi l'attitude? C'est la position du nez par rapport à l'horizon. Et vous verrez en fait que l'horizon, il est à un certain endroit, et le nez de l'avion est toujours très très légèrement au-dessus de l'horizon, parce qu'en fait, notre avion vole toujours avec le nez très légèrement pour qu'il y ait justement cet angle d'incidence qui permette de générer cette force de portance. Et bienvenue à Fab DJ qui nous a rejoint, bienvenue dans la zone. On parle de l'aile en ce moment avec Mickaël.
Ok, donc on a vu. Alors, on peut l'augmenter à l'infini parce que quelque part, si on augmente l'angle et ça augmente la portance, on peut peut-être l'augmenter à l'infini ce truc-là. Alors malheureusement non, parce que on va atteindre à un moment donné une valeur d'angle d'incidence où le flux d'air qui passe au-dessus de l'aile va devenir turbulent et va progressivement se détacher de l'aile. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'aile n'est plus capable de générer de la portance. Donc c'est ce qu'on appelle le décrochage. Alors en gros, il y a des valeurs d'angle d'attaque, d'angle d'incidence, pour lesquels ce phénomène arrive, qui vont être, oui, en gros, de 15 degrés, 16 degrés, 17 degrés, quelque chose comme ça. Donc on ne peut pas l'augmenter à l'infini, en fait. Ok, en gros, ça veut dire que là, si on arrive à cette extrémité-là, on perd tous les petits moins que tu as dessinés au-dessus de l'aile. Tout à fait, tout à fait. On perd tous ces petits moins et cette force de portance, en fait, elle va se mettre à diminuer, ce qui fait qu'elle n'est plus capable de supporter le poids de l'avion. Et donc, l'avion, naturellement, va être obligé de se mettre en descente. Donc, le comportement de l'avion, il va être différent souvent d'un avion à l'autre, mais ce qui va être constant, c'est que effectivement, l'avion ne pourra plus voler, puisqu'on n'a plus la force suffisante pour contrebalancer ce poids, en fait, de l'avion, tout simplement. D'accord. En termes on parlait tout à l'heure de profil d'aile, on a dit que les profils supérieurs avaient plus de distance que le profil inférieur. Est-ce que ces profils-là, finalement, c'est juste une notion d'échelle entre les petits avions et des avions qui ont des ailes beaucoup plus grandes? On pense par exemple aux Airbus ou aux Boeing. Est-ce que elles ont toutes la même forme, ces ailes? Alors non, elles n'ont pas toutes la même forme, c'est ce que je disais un peu en introduction. Un avion qui va être conçu pour voler vite, souvent va avoir un profil d'aile qui est beaucoup plus plat en fait. Donc on va avoir des profils qui sont très très plats et très peu bombés, éventuellement incurvés un peu vers le bas, enfin ça va dépendre, on va avoir des choses comme ça. Pour des avions qui vont être conçus pour voler très très doucement, qu'est-ce que ça va être en fait? Ce qui nous intéresse, ça va être que notre profil il soit capable déjà de générer une force de portance à une vitesse faible. Donc le but, ça va être d'accélérer le plus possible ces filets d'air. Donc pour le coup, on aurait plutôt des profils qui seraient très très bombés. D'accord? On aurait plutôt des profils comme ça. Donc en gros, la conclusion de ça, c'est que effectivement, le profil aérodynamique, il va dépendre en gros de ce qu'on veut faire avec notre avion. Ok. Et l'épaisseur du coup qu'on a dans l'aile, elle peut servir aussi pour stocker du carburant ou faire des choses. Donc on a tout intérêt à faire des ailes qui soient plus épaisses, je suppose. Alors effectivement, on se sert de ces cavités qu'on a dans les profils pour stocker du carburant. Ouais, effectivement. Donc une aile toute fine, finalement, c'est autant de carburant en moins que peut emporter l'avion. On peut voir ça comme ça, ouais. Tout à fait. Ok. Donc là, alors si vous avez des questions sur le chat, allez-y, posez-les, profitez du passage de Mickaël qui est là pour avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas, on est dans le domaine, hein, donc sans souci. On a parlé justement du profil, mais on peut parler aussi de la forme. On sait que si on compare un planeur, on en parlait tout à l'heure, où on a des grandes plumes de chaque côté, et puis éventuellement un avion de chasse, je pense par exemple le Mirage 2000 ou le Mirage F1, c'est des avions qui sont quand même en delta ou en flèche. Tout à je fait. pense que ça a aussi une différence importante. Alors oui, tout à fait, ça a une différence importante, hein. En gros, effectivement, si on compare un planeur avec une envergure qui est très très grande, avec un Mirage 2000, vous voyez, c'est pas le Mirage 2000 ça. Hein. Alors celui-là c'est le planeur, là c'est le Mirage 2000 là avec sa pointe. Okay. Donc on va voir que même si on imaginait que en fait ces deux avions aient plus ou moins la même surface, mais qui soient répartis différemment, hein, on voit très bien là que la surface est répartie super différemment, puisque là on a une aile delta et là on a une aile rectangulaire. Eh bien, en fait, c'est deux avions qui auront des comportements tout à fait différents. En gros, sans rentrer dans les détails, celui-là, il sera plutôt lent
Et celui-là, il sera plutôt rapide. Ok, rapide. Voilà. Avec tout ce qui découle de ça, quoi. Tout à fait. Donc lent rapide, ça veut dire aussi que l'avion, il va falloir peut-être plus de pistes pour qu'il décolle, etc., etc. Alors, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Comment je peux résumer ça simplement? En gros, un avion comme un planeur, donc il aura des très bonnes performances quand il volera lentement. Un avion qui est conçu pour être rapide, comme le Mirage 2000, hein, il va pouvoir voler lentement, mais ça sera beaucoup plus difficile pour lui. C'est-à-dire que ses performances, elles seront vraiment très très mauvaises quand il sera en vol lent. Il sera obligé notamment d'avoir un angle d'incidence qui est beaucoup plus important que le planeur. Et cet angle d'incidence beaucoup plus grand fera qu'il va générer beaucoup plus de traînées. Donc en fait, moi ce que je raconte souvent aux étudiants quand je les ai en cours sur ce genre de choses, c'est que dans la vie, il y a rien de gratuit, ou presque rien on va dire. Et donc la portance qu'on va produire, elle a un coût. Et en gros, sur le Mirage 2000, quand on vole lentement, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher de produire cette portance que sur le planeur, parce que le Mirage, il est effectivement pas du tout conçu pour voler doucement. Oui. Ok. Ouais. Donc, on parlait de cette forme d'aile, de la géométrie finalement, c'est la géométrie de l'aile. On a parlé de profil, et qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur les différences de profil en fonction de la vitesse des avions ou Alors, sur les avions de ligne, notamment, on va avoir souvent ce qu'on appelle des ailes en flèche. Donc, on va avoir notre fuselage comme ça, le stabilisateur horizontal. Et on va bonsoir à Gazemera qui dit bonsoir, très intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, au lieu plutôt que d'avoir un profil d'aile rectangulaire comme ça, là, comme sur ce planeur, on va avoir des ailes qui sont ce qu'on appelle en flèche. Okay, donc, des ailes en flèche, bah, c'est ce que vous avez l'habitude de voir sur les Boeing, sur les Airbus, etc. Les flèches les plus extrêmes, du coup, c'est un peu ce qu'on a là sur des Mirages, hein, ou sur le Concorde, ou etc. Et donc, pourquoi on a ce genre de profil? Eh bien, parce que on est prêt à accepter que l'avion ait des performances moindres quand il vole lentement, mais l'avantage de ces ailes en flèche, c'est qu'elles vont nous permettre de voler plus vite, en fait. En gros, de nous rapprocher le plus possible de la vitesse du son. Donc, si on met ces ailes en flèche, c'est pour effectivement voler le plus vite possible sans toutefois atteindre des vitesses soniques ou supersoniques. D'accord, notamment sur les avions de ligne. Donc du coup, on comprend bien la forme du fameux Concorde. Bah oui, bien sûr, puisque là, on est carrément dans le cas d'un avion supersonique où ces ailes, elles sont dessinées tout à fait pour optimiser le vol supersonique. Donc encore une fois, à quel prix? Le prix, c'est que ces performances en vitesse lente sont absolument exécrables, hein, puisqu'on voit bien qu'un Concorde à l'atterrissage, quand il volait encore, hein, malheureusement, il avait une assiette de 30 degrés ou 25 degrés cabré, quoi. Donc c'est vraiment des très très mauvaises performances en vol lent, mais par contre, c'est des performances qui sont super optimisées pour voler rapidement. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut en aviation, c'est voler le plus vite possible. D'accord, donc on dit on peut pas ménager la chèvre et le chou. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de l'hôtesse. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Ok, donc là on a parlé géométrie, on a parlé de la différence entre le vol lent, le vol rapide, enfin la vitesse et la portance. On peut aussi penser que la maniabilité de l'avion peut avoir une différence peut avoir une importance. Le plus on va vite, le plus on tourne vite quelque part. Le plus on tourne vite, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, peut-être, oui. Enfin, je sais pas. Le plus on augmente la vitesse, le plus l'avion est réactif? Alors oui, parce que... Alors ça, oui, d'accord. Je ne voyais pas où tu voulais en venir, mais effectivement, avec quoi on va contrôler l'avion sur ces trois axes? Avec des surfaces aérodynamiques. Donc là, on va avoir des ailerons, notamment. Sur
À l'arrière, là, sur le stabilisateur horizontal, on va avoir aussi une gouverne de profondeur. Là, sur l'empennage vertical, on va avoir aussi des structures qui bougent, hein, qui s'orientent différemment. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simplement des structures mobiles qui vont changer la forme du profil pour modifier les forces aérodynamiques qui s'exercent sur l'avion. Donc, effectivement, la force aérodynamique, elle va être proportionnelle notamment au carré de la vitesse. Et du coup, plus l'avion va voler vite, plus effectivement ces surfaces de contrôle vont être efficaces. Effectivement. Okay. Et un coucou dans le chat à 464 100. Bienvenue dans la zone. Qui apparaît devant la caméra. Ah bah voilà, c'est peut-être le même. D'accord. Donc on a dit la vitesse, la portance, la forme de l'aile et le profil justement. Parlons un petit peu de la forme, de la structure. On a parlé tout à l'heure de l'épaisseur de l'aile. Alors j'ai trouvé un petit simulateur que je vous partage sur un deuxième onglet là. Si ça intéresse les auditeurs, je pourrais le partager dans le chat. Oui, dans le chat ou sur Discord par exemple. Bienvenue à Lucas7156, bienvenue dans la zone. Installe-toi, on est en train de parler de l'aile, de la portance, des profils avec Michael. Ce petit simulateur, il va être... alors, comment résumer ça simplement? Notamment la NASA, aux États-Unis, ils ont une norme sur la description des profils aérodynamiques. Donc, les gens qui travaillent déjà un peu dans l'aviation, ils connaissent souvent ce genre de terminologie. Hein. On va parler de profil NACA. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire NACA, mais bon, c'est une norme américaine. Ces profils, c'est ce qu'on appelle ces profils NACA, en fait, ils vont avoir plusieurs chiffres et ces chiffres, ils vont représenter différentes caractéristiques. Alors, il y en a un qui est très très célèbre, c'est ce qu'on appelle le NACA 2412. Et donc, c'est celui qu'on voit à l'écran là. C'est celui qu'on voit à l'écran là, NACA 2412, voilà, c'est celui-là. Et donc, ces chiffres 2412, qu'est-ce que ça représente? Le 2, par exemple, le premier 2, ça va représenter ce qu'on appelle le max camber, la courbure maximum du profil. Donc, en fait, vous voyez, on ne voit pas très bien à l'écran, mais ici, il y a une ligne qui est courbe. Ouais, on voit, ouais. Donc, cette courbure, ce qu'on appelle la courbure du profil, eh bien, en fait, elle va être plus ou moins importante et on la quantifie de cette manière-là. On va dire que sur ce profil-là, le maximum de cette courbure fait 2% de la longueur totale de la corde du profil. Voilà. D'accord. Et le reste des chiffres, c'est par exemple là, le 4 dans le 2412, c'est pour exprimer le fait que le point maximum de cette courbure, il est trouvé à 40% du profil quand on part de ce point et qu'on va vers l'arrière du profil. D'accord. Voilà, en fait. Okay. Donc, plein de détails techniques qui sont là pour caractériser les profils. Donc sur ce petit simulateur, on peut faire varier ces paramètres là et voir comment ça influe. Donc en gros là, si au lieu du 2, je mets un 6 par exemple, si ça serait un profil 6412, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça va me faire quelque chose qui est beaucoup plus incurvé. Beaucoup plus bombé, ouais. Beaucoup plus bombé. Et je vois Lucas, bienvenue, qui nous dit: pourras-tu nous parler du profil d'aile supercritique? On y arrive. Alors, supercritique, ouais, je peux en parler tout à fait. Ouais. Donc, supercritique, c'est quoi? C'est un profil qui va être généralement extrêmement plat. Donc, c'est un profil qu'on retrouve sur certains avions de ligne, hein, si je ne me trompe pas, sur ce qui est tout ce qui est Boeing 777, etc. C'est déjà des profils supercritiques. Et sinon, effectivement, sur des avions qui sont vraiment conçus pour faire du supersonique. Donc, en gros, c'est un profil qui va être très, très plat. Pourquoi supercritique dans le nom, d'ailleurs? Alors, ça fait référence à un phénomène qu'on appelle le Mach critique. Donc, qu'est-ce que c'est le Mach critique? Ça va être un nombre de Mach, okay, donc vitesse de l'avion qui est exprimée en fonction de la vitesse du son, pour lequel on a un point quelque part sur l'avion, donc notamment sur le profil aérodynamique,
où la vitesse devient sonique, donc où on a Mach 1 quelque part. Donc le Mach 1, pour les non-initiés, c'est le fameux boom des avions de chasse qui passent au-dessus et qui vont plus vite quelque part que la vitesse du son, et du coup, au moment où ils passent, on entend le boom. C'est ça, tout à fait. Donc un profil super critique, encore une fois, oui, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ça va être un profil qui va être extrêmement plat. Alors pourquoi il est extrêmement plat? Parce que j'ai dit tout à l'heure que le but c'est d'accélérer le flux d'air pour créer une force de portance. Mais le problème de ça, c'est que comme on accélère le flux d'air, eh bien on va avoir un point qui va atteindre la vitesse du son quelque part, pour une vitesse de l'avion qui va être inférieure à cette vitesse du son. D'accord ? Donc, on sera par exemple à Mach 0,88 ou quelque chose comme ça, et là-dessus, on aura Mach 1 quelque part. Et ça, on ne veut pas de ça en aviation générale, pour un avion qui n'est pas conçu pour ça, puisque ça va nous créer des phénomènes qui sont plus que dérangeant pour la poursuite du vol. Notamment, ça va créer beaucoup de traînées qui va être produite sur l'aile, ça va affecter les performances aérodynamiques. D'accord ? Donc, pour voler encore plus vite et repousser le nombre de Mach de l'avion pour lequel on a ce phénomène, eh bien, on va faire des profils qui sont complètement plats. D'accord ? Donc, c'est quoi l'inconvénient de ça? Eh bien, c'est exactement ce dont on parlait au début, c'est qu'un profil qui est complètement plat, il va être super pour voler très vite, mais par contre, quand on veut voler très lentement, ça va être extrêmement difficile de générer de la portance avec lui. Donc, il va falloir voler à des angles d'incidence qui sont beaucoup plus élevés. Donc, encore une fois, c'est toujours le même principe. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Donc, sur mon avion, sur mon Mirage 2000, qui est fait pour voler à 2 fois la vitesse du son, mais effectivement, dans les phases où on doit voler lentement, c'est un petit peu plus compliqué. Il ne va pas pouvoir voler lentement de manière très simple, effectivement. D'accord. Donc ça, ce qui passe sur l'aile, est-ce qu'on peut aussi dire que le profil de l'aile tel qu'il est dessiné là, il diffère de l'endroit, de l'emplanture de l'avion, donc l'endroit où les ailes rejoignent le fuselage et le bout des ailes? En fait, oui, alors, si je reprends la petite maquette, comme ça ce sera plus visible, entre le profil qui est là, je sais pas si on voit bien, et le profil qui est en bout d'aile. Et puis là, en plus, on a des petites ailes qui sont, des petits winglets qui sont là. Ouais. Alors oui, tout à fait. Généralement, le profil, il est beaucoup plus épais à ce qu'on appelle l'emplanture de l'aile en comparaison du saumon. Donc ce qu'on appelle le saumon, c'est l'extrémité des ailes. Donc si je dessine mon avion, là encore une fois, tiens, hop, j'ai dessiné un fantastique Airbus A320. C'est Kémy qui va être content. Voilà, c'est pour lui faire plaisir justement. Donc si on compare cette partie ici et cette partie-là, eh bien là, en gros, on va avoir un profil qui est généralement beaucoup plus épais, j'exagère évidemment, mais bon, juste pour que ça soit visible, que à l'extrémité des ailes, effectivement. On a aussi une variation en 3D du profil des ailes. Et petite question d'Urden, est-ce que ça existe des ailes à profil modulable? Alors oui, tout à fait. Ouais. Donc j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Il y a eu quelques avions, très très peu, qui avaient un angle, ce qu'on appelle un angle de calage variable. C'est quoi le calage? C'est l'angle que forme l'aile avec le fuselage. Donc en gros, vous imaginez un avion où l'aile va pouvoir légèrement pivoter en fonction de la phase du vol. Donc ça a été fait sur un avion américain dont j'ai pas le nom en tête, mais je l'ai vu passer justement il y a quelques temps là, par les hasards des réseaux sociaux, etc. Donc oui, ça existe tout à fait. Crusader nous dit Aegis 971. Oui, tout à fait, voilà, très bien, le Crusader, ouais, tout à fait, excellent, merci. Grâce au volet et au bec. Grâce au volet et au bec, voilà, là c'est quelque chose qui va être beaucoup plus commun. Alors c'est quoi les volets et les becs, tiens, tant qu'on y est? Encore une fois, c'est des morceaux de ferraille qui traînaient dans le hangar, et puis on s'est dit, tiens, si on les ajoutait sur l'avion... ça sert bien de faire de la récup. C'est ça, tout à fait. Donc en gros, les volets et les becs, ce sont des parties additionnelles qui sont mobiles sur l'avion. Donc les volets, notamment ce qu'on appelle les flaps aussi en anglais, ça va être des parties qui modifient
la cambrure ou la courbure du profil. Donc là, vous voyez, ça va être une partie qui est mobile entre cette position-là et une position qui est ici. Donc en gros, on va avoir un profil. Tiens, je vais changer de couleur, ça peut être un peu C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les avions de ligne. Si vous êtes côté de l'aile, au moment où l'avion se pose ou l'avion décolle, on voit d'ailleurs l'aile qui part vers l'arrière. Voilà, tout à fait. Donc, on a une structure qui se déploie vers le bas, donc qui va déjà modifier la courbure du profil, et donc qui va encore plus accélérer les flux d'air, et donc qui va permettre en gros de voler à des vitesses plus basses. Et en plus, effectivement, sur les avions de ligne, on a des systèmes qui vont augmenter la surface aussi, qui vont augmenter la surface de l'aile et donc qui vont permettre de voler à des vitesses plus lentes. Alors souvent, il y a une idée reçue qui est que les volets, ça sert à augmenter la portance. Non, absolument pas. Ça ne sert pas à augmenter la portance, puisque la portance, on a juste envie qu'elle compense le poids, et c'est tout. Donc on n'a pas besoin de l'augmenter. On a juste besoin qu'elle soit produite à une vitesse plus basse. Voilà, donc les volets, en gros, ça va servir essentiellement à permettre à l'avion de pouvoir continuer à voler à une vitesse plus basse et donc diminuer les distances de décollage, diminuer les distances d'atterrissage, etc. Et Jordan qui dit, du coup, le profil d'aile ne change pas. Le profil d'aile ne change pas à ma connaissance, mais il faudrait regarder. Je ne serais pas étonné qu'au niveau expérimental, notamment les Américains aient conçu des ailes avec des profils qui soient changeants. Oui, d'ailleurs ça me fait penser justement à une aile. Je revois la démonstration, je crois que c'était sur un jet d'affaires, où c'était de la composite et il n'y avait plus de surface. Tout à fait. C'était vraiment la totalité de la surface qui bougeait, en fait. On avait l'impression vraiment que ça se déformait. Ouais, alors ça, c'est des axes de recherche qui sont très intéressants parce que on va s'intéresser. C'est un peu ce qu'on appelle du biomimétisme aussi parce que c'est basé sur l'observation des oiseaux, notamment comment ils modifient leur profil d'ailes suivant les phases du vol et effectivement oui c'est quelque chose qui est au niveau expérimental, tout à fait. Alors une petite on en parlait tout à l'heure rapidement et ça peut peut-être répondre à une question que vous pouvez vous poser si vous prenez les avions de ligne régulièrement. Si vous prenez cet avion, hop, je vais le décaler un peu pour qu'on le voit mieux, comme ça peut-être. À votre avis, qu'est-ce que c'est que cette petite aile là qui est au bout, vous voyez, qui est pas perpendiculaire, pas loin, mais par rapport à l'aile normale. À votre avis, est-ce que c'est de la décoration? Est-ce que ça sert uniquement pour afficher le logo de la compagnie et faire de la pub? À quoi ça sert? J'ai vu que Jonathan était connecté, je crois que c'est une question pour lui en fait. Ah, je ne sais pas. Alors je sais qu'il est follower de la chaîne, mais je ne l'ai pas vu connecté. Alors du coup, comment ça s'appelle et à quoi ça sert, ces petits trucs? Oh, j'ai encore perdu mon écran. La branche UpNext d'Airbus est en train de travailler sur l'aile du futur, nous dit Pierre. Et c'est pour pouvoir bien tenir les maquettes, nous dit Jordan. Ça pourrait. On voit le côté pratique. Ouais. Le côté super pratique, c'est qu'on sait qu'on peut afficher le logo de la compagnie et que ça fait une pub gratuite qui est bien pratique. Ouais. Alors en fait, ça s'appelle des winglets, ces petites structures. Winglets, ok, ou alors des fois on voit passer aussi des sharklets, ok, référence au shark, ça veut dire quoi shark? Requin. Requin, tout à fait. Donc on fait référence à l'aileron de requin. L'aileron de requin. Voilà, tout à fait. Donc alors, si je reviens vite fait sur la théorie là, dont on parlait tout à l'heure, j'ai dit que sur un profil aérodynamique, on a une pression qui est moindre sur la surface supérieure en comparaison de la surface inférieure. D'accord? Donc, ce phénomène physique qui fait voler l'avion, il a aussi une conséquence qui est plutôt gênante, c'est que les filets d'air vont tenter de passer depuis la face inférieure vers la face supérieure. Okay? Donc en gros, à l'échelle de l'avion, là, si on a notre aile qui est comme ça, avec notre avion, là, hop, tac, j'aime beaucoup dessiner les petits avions, hein.
vous avez remarqué. Ah, t'as l'habitude en plus. Ouais, débrouille voilà, bien, c'est ça. Alors en fait, on va avoir un phénomène aérodynamique qui fait que l'air va chercher à passer depuis le dessous de l'aile vers le dessus. Donc ça va créer ce qu'on appelle des tourbillons, ou des vortex, ou des turbulences de sillage aussi, on les appelle encore comme ça. Et surtout, alors les turbulences de sillage, c'est dangereux pour l'avion qui vous suit, notamment au décollage ou à l'atterrissage, parce que ça fait des sortes de rotors un peu sur la piste. Quand l'avion est au décollage, vous décollez derrière un gros porteur, ça peut être assez violent. Ça peut, si vous êtes un avion léger, ça peut vous cracher au décollage en fait. Je peux te couper une minute, Mickaël, pour rebondir justement sur les vortex. Vous vous souvenez les amis, on a parlé il y a 15 jours de l'incident du Boeing 777 de Air France. Les boîtes noires ont été dérochées, apparemment donc il n'y a pas de souci technique sur l'avion. Or, il apparaîtrait dans les premières pistes qu'il y ait eu une turbulence de sillage, comme ce que vient d'expliquer Mickaël, et que je crois que c'était un A330 qui était devant, était 7 minutes en avance par rapport à lui, et que 7 minutes après, les conditions aient fait en sorte que l'autre Boeing qui arrivait derrière se soit retrouvé là-dedans. Ce qui expliquerait justement des commandes très bizarres. Effectivement. Voilà. C'est bon à savoir, tu vois. Il y a des normes au décollage et à l'atterrissage de temps d'attente après un avion selon sa catégorie, mais si on détermine que 7 minutes après, il y avait encore ces turbulences au niveau de la piste, c'est assez conséquent, effectivement. Alors, il y a eu un cas aussi aux États-Unis où, pareil, je crois que c'était 6 ou 7 minutes après, un avion léger est passé dans la turbulence de sillage d'un 747 à l'époque, et il a fait 2 tonneaux. Ah oui. Bon, il a pu récupérer parce que c'était en altitude, mais c'est quand même assez violent. Chaud, effectivement. Voilà. Faut pas emmener mamie à ce moment-là en baptême de l'air. Effectivement, non, sauf si on a envie de faire de la voltige près du sol, mais bon, c'est pas recommandé. C'est jamais recommandé, effectivement. Voilà. Ok. Donc, alors, du coup, ça empêche cette turbulence de sillage, donc ça empêche de trop gros vortex. Voilà, donc ça ne l'empêche pas complètement, mais ça fait barrage en fait. Si on ajoute une structure verticale là, eh bien effectivement, ça va bloquer un peu ces turbulences. Alors, c'est pas qu'en soi, on a envie de les éliminer pour protéger les avions qui sont derrière, parce que au fond, on peut très bien respecter un délai de 3 minutes avant de décoller et ça pose pas de problème. Mais c'est aussi parce que ces turbulences de sillage, elles vont générer de la traînée. Et tout ce qui est traîné, c'est une force qui s'oppose à l'avancement de l'avion. Et donc, tout ce qui est de la traînée, ça doit être compensé par de la poussée. Et donc, de la poussée, c'est du carburant. Et du carburant, c'est de l'argent. Donc, tout ce qu'on peut éliminer comme traînée, on va le faire, puisque ça va nous permettre de faire des économies de carburant et de voler moins cher, effectivement. D'accord. Donc, encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Ok. Ben écoute, Mickaël, merci à toi pour ton intervention. Merci beaucoup. 21h40, on est plutôt pas mal. Écoutez, je vous propose de clore cette petite séquence et de passer à la foire aux questions. Si vous avez des questions à poser à Mickaël, profitez-en pour le faire. On va revenir sur une qui a été posée en cours de l'exposé. Et si vous avez autre chose à demander, n'hésitez pas à le faire. Donc la petite séquence remise de gaz, foire aux questions. Donc, séquence foire aux questions avec cette petite question que je vais afficher tout de suite. Hop. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Toc toc toc, là ça marche oui, mais ça ne s'incruste pas. Pourquoi ? Ça devrait s'incruster. Non. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est Aegis 971 qui disait justement quel est ton parcours, Mickaël ? Qu'est-ce qui t'a mis dans l'aéro ? Et est-ce que
Est-ce que c'est le planeur? Ah, est-ce que c'est le planeur qui t'a amené à l'aviation? Alors non, c'est l'aviation qui m'a amené au planeur, en fait. Ah voilà. Voilà. Mon parcours, voilà, en ça y est. fait, il est, en fait, je suis scientifique à la base et quand j'étais petit, je faisais beaucoup de maquettes d'avions. Euh, et quand j'ai passé 30 ans, en fait, je me suis dit que c'était peut-être le moment de devenir pilote d'avion. Voilà. Et plutôt que de faire les choses simplement et de passer, entre guillemets, simplement mon brevet de pilote privé, eh bien, j'ai passé l'ensemble de la TPL théorique, la licence de pilote commercial, la qualif multimoteur, le vol aux instruments, la MCC, etc. Donc tout le bagage pour être pilote de ligne. Et après ça, eh bien, par les hasards un peu de la vie, etc., j'ai eu l'opportunité de partir sur de l'enseignement théorique. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, etc. Et donc j'ai continué là-dedans et je suis devenu instructeur de théorie ATPL pour les matières dont je parlais tout à l'heure. Et ça fait presque 10 ans que je fais ça. Et tu as ta propre structure? Oui, tout à fait. J'ai ma propre structure où je fournis des cours au niveau ATPL et je fournis aussi un soutien sous forme de coaching, de révision aux étudiants qui sont en difficulté et qui ont besoin en fait d'approfondir certaines connaissances théoriques. Des gens qui sont pas forcément super à l'aise sur certains sujets, qui vont avoir besoin de 2 heures de révision, etc. Vraiment de manière personnalisée en fait en one-to-one. Tout à fait. Ok. Ben voilà, vous en savez un peu plus sur notre ami Michael. Des petites réactions dans le chat. Fab DJ, Marie 6400, merci, super intéressant. Fred, un vrai régal. Mike, Fab DJ, merci Mika, c'est mon idole. Tu te rends compte un peu? Merci beaucoup Michael, etc. Avec 1971, top, merci. Voilà, donc est-ce que les amis, vous avez d'autres questions d'ailleurs qui concernent peut-être l'aile, la portance ou autre chose à poser à notre ami Michael dans les 5 petites dernières minutes qui nous restent? Allez-y, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières. La première, c'est de communiquer autour de vous l'existence de cette chaîne. Si ça vous a plu, peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait profiter, donc n'hésitez pas à le faire, à récupérer des petites affiches, des petits flyers qui sont dispo sur le serveur Discord, et je vais vous remettre l'adresse tout de suite du serveur Discord qui est ici. Donc vous cliquez dessus, vous rejoignez le Discord et vous venez récupérer tout ce qui vous intéresse dans la rubrique kit de communication. Et puis aussi l'autre solution, c'est de faire comme Théo, comme Seb, etc. De pouvoir vous abonner, un petit abonnement, 30 jours, et ça nous permet, nous, de profiter de faire évoluer le matériel et de vous proposer aussi des reportages grâce à votre soutien. Pierre qui nous dit Mike a démystifié la mécavol, bravo. Alors, voilà. Ça me plaît bien ton commentaire parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les étudiants, souvent qui commencent en ATPL, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau de théorie, mais il faut garder en tête que le but, c'est de former des pilotes. On ne forme pas des ingénieurs aérodynamiciens ou des météorologues, etc. Donc, finalement, pour moi, ça doit rester quelque chose de simple et d'accessible, parce qu'effectivement, si on commence à trop compliquer tout ça, c'est absolument imbuvable pour des gens pour qui c'est pas le métier, en fait. Donc, voilà. Donc, merci pour ce petit commentaire, Pierre. Effectivement. Bah écoutez, c'est sans doute mon pire souvenir d'un TPL. La mécavol. Bon, il y a beaucoup de matières qui sont un peu complexes, et d'ailleurs, ça pourrait être l'occasion, un de ces jours, de reparler, peut-être avec toi, Michael, peut-être avec notre ami Cédric aussi, du contenu des programmes de la TPL théorique.
et puis de partager tous ensemble votre expérience, savoir sur quoi vous avez bloqué, sur quoi, qu'est-ce que vous avez trouvé de cool, qu'est-ce que vous avez trouvé de moins cool, et puis qu'on voit un petit peu tout un tas de choses. Petite question de Fab DJ. Hop, on va l'afficher tout de suite sur le chat. Toc. Voilà. Question sur les couloirs aériens. A-t-on atteint un niveau de saturation avec le low cost ou a-t-on de la marge encore? Alors, je pense on pourrait demander à Kémy de répondre à ça, mais je pense qu'on est très très loin de saturer les couloirs aériens. Et en plus, d'un point de vue technique, on a des moyens de navigation qui sont de plus en plus performants, vraiment, qui sont extrêmement précis. Et ce gain de précision va faire que on va pouvoir réduire les distances de séparation entre avions, à la fois verticales et horizontales, ce qui fait qu'on est très très loin de saturer des couloirs aériens, effectivement. Et il y a ce qu'on appelle justement le RVSM, Mm-hmm. donc Radius Vertical Minima Separation ou un truc comme ça, de mémoire, peut-être que Kémy pourra le confirmer, qui est en fait un système dans lequel, au lieu d'espacer par exemple les avions tous les 2000 pieds, un qui va dans un sens, un qui va dans l'autre, et ben en fait on va réussir, dans certaines conditions, à les réduire et à les séparer tous les 1000 pieds. Donc 1000 pieds, ça fait 300 mètres à peu près de séparation verticale. Donc voilà, il y en a un qui ira dans un sens, l'autre dans l'autre, et l'autre encore au-dessus, etc. etc. On a aussi un système qu'on appelle du offset, où en fait on va utiliser un même couloir aérien dans plusieurs sens de circulation, entre guillemets, où des avions qui vont vers l'est notamment, ils vont être décalés d'une certaine distance vers la droite, et ceux qui viennent dans l'autre sens vont être décalés également, et donc ça va pouvoir d'augmenter la quantité d'avions qu'on va pouvoir placer dans un couloir aérien, effectivement. Donc finalement, c'est pas tellement les avions en croisière qui vont poser problème, ça va plus être l'accessibilité en fait aux aéroports et à la capacité de stockage des avions sur les aéroports, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, Maria 6400 qui nous dit merci pour la simplification des explications. C'est du coup accessible aux novices. C'est un petit peu le but de la chaîne, que ce soit accessible aux novices, mais qu'on vous apporte aussi un éclairage un peu plus expérimenté. Par exemple, tout à l'heure, les profils critiques, super critiques, en allant un peu plus loin. Pourquoi pas un de ces jours parler aussi de Mac, de supersonique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et puis de croiser cette expérience-là avec un pilote de chasse, par exemple, qui pourrait venir nous parler un petit peu de ses sensations dans le cadre d'un vol supersonique. On peut ouvrir le débat à énormément de choses. Avec plaisir. Est-ce que les amis sur le chat, vous avez encore des questions, des interventions à faire, nous parler d'une expérience particulière avec l'aile, avec tout un tas de choses? Profitez-en. Cette séquence elle est aussi pour l'échange et le débat. J'en profite juste pour vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission le mercredi. Elle aura lieu soit mardi soir, soit jeudi soir, pour une simple et bonne raison. Mercredi prochain, c'est le débat d'entre les deux tours. Donc forcément, il y a des gens qui vont vouloir regarder le débat, donc on va vous simplifier la vie. Et l'émission elle aura lieu soit mardi prochain, soit jeudi prochain. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, ou sur Instagram, ou encore revenez sur le Discord, et je vous préciserai, probablement fin de semaine, quand aura lieu soit mardi, soit jeudi. Voilà, comme ça vous serez informés. Bon, visiblement pas plus de questions que ça, donc on va clôturer l'émission et la zone pour ce soir. Tout d'abord merci Mika d'être passé nous voir, ça nous fait plaisir. Merci à toi, merci pour l'émission, et tout le plaisir est pour moi. Eh ben écoute, on te retrouvera avec grand plaisir très prochainement. Merci à vous qui avez été présents ce soir. J'espère que l'émission vous a plu, que le concept en tout cas vous a plu et qu'on a pu répondre à certaines questions. Si vous avez des suggestions à nous faire concernant les sujets, n'hésitez pas à le faire encore une fois. Vous allez sur Discord, et sur Discord il y a idée de sujet. Donc vous nous tapez, bah tiens, j'aimerais bien avoir un sujet sur les trains d'atterrissage, sur la navigation, sur tout un tas de choses.
vous le reportez et nous, on le prend en compte et on va essayer de caler ça dans le programme à venir. Donc c'est aussi votre émission et ça sert à ça. Merci à toutes et tous. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Je pense pas qu'il y ait d'émission ce week-end. Et donc mardi prochain ou jeudi prochain pour la prochaine zone aéro. Merci à toutes et tous. Bonne soirée Mickaël. Bonne soirée le chat. Portez-vous bien, fly safe et rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Et Bonne soirée. ciao.